très contente de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Alors, je suis Michel Rouet, c'est moi qui anime les ateliers de contes qui se passent ici dans les locaux de cette association qui s'appelle l'association Acerma. Et donc l'atelier contes en particulier existe depuis, moi-même j'ai oublié, mais disons 8 ou 9 ans à peu près. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans un atelier contes? On apprend à parler. On apprend à parler. Parler, c'est ouvrir la bouche, c'est sourire, c'est être présent ici et maintenant, c'est savoir moduler sa voix, c'est savoir interpréter tous les personnages d'un conte, le méchant, le gentil, le un peu fantaisiste. Voilà, c'est ce qu'on apprend dans un atelier conte. Et vous allez voir tout de suite devant vous toutes les personnes qui suivent cet atelier de formation depuis quelquefois plusieurs années, et puis il y en a qui le suivent depuis plus récemment. Ce tableau ici a été réalisé par Christine Manteauan. Et c'est son tableau qui a été utilisé pour faire les affiches qui annonçaient le spectacle de ce soir. Nous allons d'abord écouter un peu de musique et ensuite les paroles des histoires. Il y avait une fois deux bossus, Nonique et Gabi, deux amis. Ils étaient tailleurs et partaient chaque matin travailler dans les fermes et les manoirs du pays. Un soir, Nonique revient seule à travers la lande, où il entend de petites voix grêles chantonner. Lundi, mardi et mercredi, sous un beau clair de lune, il aperçoit des danseurs de nuit, qu'on appelle aussi corrigans. Savez-vous ce que sont les corrigans? Non. Ce sont des lutins dans les légendes bretonnes. Ils dansent et chantent en rond en se tenant par la main. Lundi, mardi et mercredi, Nonique se cache derrière un rocher pour mieux les observer. Mais il est vite découvert et encerclé. Viens, danse et chante avec nous. Aussitôt, Nonique danse et chante avec eux. Lundi, mardi et mercredi. Votre chanson est bien courte. Pourquoi ne pas ajouter et jeudi et vendredi? Alors les corrigans chantent en trépignant de joie et en sautant avec un montrain du diable. Lundi, mardi, mercredi et jeudi et puis vendredi. Enfin, ils s'arrêtent. Que ferons-nous pour Gobic, pour Nonique, qui embellit notre chanson?
Voyons. Au choix. Nous pourrions lui offrir de l'or ou de l'argent à discrétion, ou bien nous pourrions lui enlever sa bosse. Je préfère ne plus avoir de bosse. Les Korrigans lui massent le dos avec un onguent magique. Et Nonique repart chez lui. Droit, léger et même joli garçon. Le lendemain, lorsque son confrère et Agnan Bosse le revoit, il n'en revient pas. Il tourne autour de lui. Mais où est ta bosse? Elle est partie. Mais comment cela s'est-il fait? Alors Nonique lui conte toute l'histoire. Quoi? C'est uniquement pour ça que tu n'as plus de bosse? Moi aussi, je vais aller sur la lande écouter les Korrigans. Le soir même, Gabic s'en va sur la lande, où les Korrigans chantent et dansent déjà. Lundi, mardi, mercredi et jeudi, et puis vendredi, ça tourne, ça gambade, ça caracole. Voyant Gabic s'approcher, il lui crie: Viens, danse et chante avec nous. Aussitôt, Gabic entre dans la danse et chante avec eux. Lundi, mardi, mercredi et jeudi, et puis vendredi. C'est tout. Mais ça ne va pas du tout. Vous êtes nuls. Vous ne connaissez pas tous les jours de la semaine. Il faut ajouter et samedi et dimanche. Mais dimanche ne rime pas avec samedi. Gabic, tu es infernal. Tu nous as pris de haut et tu nous as gâté notre chanson. Ça ne va pas du tout. Tu mérites une bonne punition. Oui, il faut le punir. Voyons. Que pourrions-nous faire à Gabic? Ajoutons-lui la bosse de Nonique à la sienne. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et Nonique et Gabic dut rester tout le restant de sa vie avec une double bosse. Les chasseurs crient: Au loup! Au loup! Au loup! Le loup détale, galope, s'égratigne au passage le museau dans les ronces, dans les fourrés en cherchant une cachette sûre. Les coups de feu se rapprochent, il accélère l'allure, il sent sa dernière heure arriver. Quand soudain, il aperçoit un paysan qui sort de sa grange avec sur l'épaule un grand sac et un fléau pour battre le blé. Il se précipite à étendre: Sauve-moi, par pitié, sauve-moi, vite! N'écoutant que son bon cœur, le paysan lui désigne le sac qu'il ouvre. Allez, rentre là-dedans. Le loup ne fait ni une ni deux, il se précipite à l'intérieur du sac. Le paysan, tranquillement, sans se démonter, referme le sac avec une ficelle, juste au moment où arrivent les chasseurs. Salut l'ami, t'as sûrement dû voir passer un loup.
Oh non, pas du tout. Les chasseurs s'éloignent, furieux, faut bien le dire. Et quand ils sont à bonne distance, le paysan retire la ficelle et libère le loup qui sort en secouant sa carcasse. Tu m'as rendu un fier service, l'ami. Tant mieux pour toi, loup gris. Au revoir et bon vent. Mais une fois remis de ses émotions, le loup ne l'entend plus de cette oreille. Cette course éperdue a ravivé sa faim, et quand il voit les joues rebondies de son sauveur, des lueurs inquiétantes s'allument dans son regard, et il commence à se lécher les babines. J'ai faim. Ça fait des jours que j'ai rien becqueté. Et toi, c'est le ciel qui t'envoie sur mon chemin. T'es pour moi un repas tout trouvé. Le paysan s'étrangle d'indignation. Quoi? Tu me mangerais alors que je viens de te sauver la vie? Oh, rien ne s'oublie plus vite qu'un service rendu. Mais enfin, c'est absolument faux. C'est même tout à fait le contraire, répond le paysan. Moi, on m'a toujours appris qu'un bienfait n'est jamais perdu. Oh, mais tu veux rire, mais que tu es naïf, lui dit le loup. Et les voilà partis dans une interminable discussion. Et comme, bien évidemment, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils décident la chose suivante. Ils vont demander leur avis aux 3 premiers passants qui vont croiser leur route. Si aucun des 3 ne dit que la gratitude est plus importante que l'oubli d'un service rendu, le paysan, beau joueur, acceptera de se laisser manger. Dans le cas contraire, le loup ira chercher son repas ailleurs. Et les voilà partis. La première passante qu'ils rencontrent sur leur chemin est une vieille jument à qui ils posent la question. Hélas, mes pauvres amis, moi que vous voyez là, j'ai passé toute ma vie à porter des sacs, de l'aube jusqu'à la nuit noire. L'âge venu, mon ingrat de maître m'a chassé, alors que j'étais usée, perclue de rhumatisme, tremblante de vieillesse. Tu vois bien, répond le loup, rien ne s'oublie plus vite qu'un service rendu. À ce moment-là, ils entendent les aboiements d'un chien qui arrive dans leur direction. Interrogé, lui aussi, il leur tient à peu près le même discours que la jument. Mon maître est un fermier, je lui garde son troupeau, je lui garde son domaine, je le sers fidèlement comme le faisait mon père d'ailleurs, je l'accompagne à la chasse et je lui rabats son gibier, et en échange de quoi, qu'est-ce que j'ai? Une maigre gamelle, et si je me plains, des injures et des coups. Alors, convaincu, lui dit le loup, je te le répète, rien ne s'oublie plus vite qu'un service rendu. Le paysan est de plus en plus inquiet, et c'est même avec une réelle angoisse qu'il scrute le sentier par lequel se profile leur 3e et décisive rencontre. Ah, c'est un renard. Et c'est un renard à la fourrure magnifique. Interrogé, l'animal, dont on sait qu'il est rusé, prend tout son temps. À vrai dire, la réponse à la question l'intéresse beaucoup moins que la perspective de faire un mauvais coup à son ennemi de toujours, le loup. Attendez, dit-il, j'ai bien écouté votre histoire, mais il y a un détail que je n'arrive pas à croire. De quoi tu parles, s'énerve le loup? Vous dites qu'à l'arrivée des chasseurs, tu t'es caché dans un sac. Mais c'est absolument impossible, tu es bien trop gros
pour rentrer dans le sac que je vois là. Mais si, s'énerve le loup, je vais te montrer. Et il se précipite sur le sac, qu'il ouvre lui-même, et en se contorsionnant légèrement, effectivement, il rentre très facilement à l'intérieur. Sans se démonter, le renard demande aux paysans de poursuivre la démonstration en fermant le sac avec les ficelles. Le paysan s'exécute et le loup se retrouve prisonnier. Eh ben voilà, dit le renard, je t'ai débarrassé de celui qui osait vouloir te manger. Tu risques plus rien maintenant. C'est ma foi vrai, dit le paysan ravi. Et il décide de donner une bonne leçon au loup. Il prend son fléau et il tape à travers la toile du sac. « Ha ha! Tu voulais me manger? Eh bien, mange ça et prends ça !» Le renard se plie les côtes de rire de voir qu'on tabasse son ennemi. Quand il pose son bâton, le paysan s'approche du rieur et l'observe. Il a décidément une belle fourrure, ce renard. J'en tirerai un bon prix, c'est sûr. Renard, je te remercie. Oh oh, je t'en prie. C'est pas tous les jours que je me paye une telle tranche de rigolade. Il a à peine fini cette phrase que le paysan le frappe par surprise d'un coup sur la tête et le tue net. À ce moment-là, son regard tombe sur le sac dans lequel se débat le loup. Il s'approche et lui dit « Eh, finalement, t'avais raison. Rien ne s'oublie plus vite qu'un service rendu. » S'ennuie dans l'orphelinat de Tournefeuille. On l'appelle Bichon à cause de ses beaux yeux, son regard si doux et son visage d'ange. Le soir, Bichon a du mal à s'endormir. Les yeux au plafond, il songe à une légende qui parcourt la contrée. Il se dit que dans la forêt toute proche se trouve un arbre géant, un arbre exceptionnel, immense, qui ne perd jamais son feuillage, même pendant les rudes hivers. Un feuillage vert et or. Un arbre miraculeux. On l'appelle l'arbre aux oiseaux. Un dimanche, après le déjeuner, Bichon se décide. Il met son par-dessus usé et fourre dans ses poches quelques croutons de pain rassis. Et il s'enfuit de l'orphelinat. Il court, il court, il court. Et tout essoufflé, il s'engouffre dans la forêt à la recherche de l'arbre magique. Il chemine dans un dédale de troncs noueux et mousseux, de buissons épineux et de fougères fragiles. Derrière lui, il laisse quelques croutons de pain. Il se dit que pour le retour, je retrouverai bien mon chemin. Dans son souvenir, il avait lu qu'un petit homme l'avait fait, mais avec des cailloux. Et Bichon chemine, les yeux au ciel, toujours à la recherche de l'arbre magique.
Le ciel s'assombrit, le soir arrive, la pénombre s'installe. Il s'en faut retourner, se dit-il, fort déçu de ne pas avoir trouvé l'arbre aux oiseaux. Il se retourne, mais point de quillon de pain. À la place, une foule d'oiseaux multicolores qui chantent. Et pour le remercier de ce festin, il lui faut un concert de chant et de plumes. Et entraîne le petit bichon dans un grand battement d'ailes vers l'arbre aux oiseaux. L'arbre magique qui tutoie les étoiles et par le nuage. Au sommet de l'arbre, chaque oiseau donne à Bichon ses plus belles plumes et lui confectionne un magnifique costume de plumes multicolores. Une belle livrée super chic. Et dans un grand applaudissement d'elle, il le nomme prince des oiseaux. Bichon est heureux avec ses nouveaux amis. Le moineau frileux, le guépinçon, le merle moqueur, la mésange laborieuse, ses nouveaux amis. Et depuis ce jour, plus personne n'a revu Bichon. Mais une nouvelle légende circule dans la contrée. On dit que Bichon est devenu oiseau. Et que des fois, en regardant le ciel, on peut l'apercevoir voler avec les anges, surveiller et protéger les enfants qui aiment les oiseaux. Dès qu'elle eut passé la main gauche, grand-mère catégoriquement refusait d'être à celle qui fauche et de faire l'objet d'un enterrement. Elle voulait ça peut se comprendre, rester au sein de la maison, parmi les siens plutôt qu'en centre, mourir n'est pas être en prison. Dans le bas du réfrigérateur, 2 jours après grand-mère trônait, juste en dessous de la plaquette de beurre et face à la bouteille de lait, assise dans le bac à légumes, à la famille elle présidait. Jamais elle n'attrapa de rhume et le frigo la conservait. On lui disait bonsoir, bonjour, comment te portes-tu méné? Et elle nous répondait toujours, je vais bien quoique décédée. Mais elle était de nature inquiète, et quand elle ne nous voyait pas, elle se disait faut que j'enquête, et s'enquérait de nos repas. La vérité doit être dite, même si parfois elle peut blesser. Grand-mère était devenue un rite qui commençait à nous peser. Nous développâmes une tendance à ne plus ouvrir le frigo, laissant le beurre devenir rance pour aller manger au McDo. Bien souvent nous pouvions entendre de l'intérieur tambouriner, ou bien nous crier les mots tendres avant de se mettre à pleurer. Au risque de vous sembler lâche, bien humblement je vous l'avoue, il m'est égal que ça se sache, pour fuir mémé je mis les bouts. Et dans la famille plus personne de cuisiner n'avait envie. Maman jeûnait comme une nonne, elle avait perdu l'appétit. Tant et si bien que la grand-mère, en dépit de ses protestations, fut un jour conduite au cimetière pour laisser place aux provisions. Si cette histoire a une morale, en a-t-elle une, je ne sais pas. C'est pour mon
manger de façon normale, il faut éloigner le trépas. S'il y a un sens à cette histoire, y en a-t-il un, je ne sais pas. C'est qu'on s'expose à des déboires en laissant les morts faire la loi. Angan est un petit garçon qui adore dessiner. Il dessine absolument partout, dans le sable, la terre, la poussière. Ses parents sont pauvres. Ils n'ont pas de quoi lui acheter des pinceaux de soie, de l'encre de Chine ou du papier de riz. Il travaille chez un aubergiste pour aider sa famille. Un jour, on lui demande de livrer un repas chez le grand peintre Wu Wei. Sa mission terminée, il aperçoit derrière la maison des chevaux absolument mais magnifiques. Aussitôt, il s'agenouille dans le sable et se met à tracer des courbes élégantes. Wu Wei, intrigué, se penche par-dessus son épaule discrètement et regarde. Oh, mais c'est extraordinaire! Quand le petit garçon a terminé son dessin, Wu Wei l'invite dans sa maison. Et là, il lui offre des pinceaux de soie, du papier de riz, de l'encre de Chine et des pièces d'or. Comme ça, plus jamais tu n'auras besoin de travailler. Tu pourras consacrer tout ton temps au dessin. Le cœur de Angan déborde de reconnaissance. Dès le lendemain matin, on le voit absolument partout. Il dessine tout ce qui peut être dessiné. Mais ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est dessiner des chevaux. Il s'attache à les rendre le plus vivants possible. Le temps passe. La réputation de Angan s'est répandue dans toute la Chine, jusqu'aux oreilles de l'empereur lui-même, qui le convie dans son palais, où il devient peintre officiel. C'est là qu'un jour, un de ses collègues lui pose une curieuse question. C'est étrange. Pourquoi tu peins toujours tes chevaux attachés? C'est quand même bizarre. Là, tu vois, si je ne les attache pas, ils vont s'enfuir, c'est sûr. Ils vont s'enfuir. À partir de ce jour, une rumeur se propage dans toute la Chine. Angan peint des chevaux plus vivants que nature.
quelque temps plus tard, au cœur d'une nuit silencieuse, un guerrier se présente chez Angan. Angan, la guerre est à nos portes. Demain, je pars au combat. On m'a dit que tu peins des chevaux qui ont l'air plus vivants que nature et que ton pinceau magique leur donne vie. J'ai besoin d'un cheval puissant, fougueux, courageux. Peux-tu m'en donner un? Je veux bien essayer. Aussitôt, il se met au travail, de toute son âme. Bientôt, le cheval est là, sur le papier. Absolument magnifique, extraordinaire, plus vivant que nature. Mais il est là, sur le papier. Il ne bouge pas. Bah, ce dessin ne vaut rien. Ça marche pas. Je suis désolée. Il prend le dessin et le jette au feu. Soudain, un cheval absolument extraordinaire jaillit d'entre les flammes. C'est le plus beau cheval que l'on ait jamais vu. Aussitôt, le guerrier pendit sur son dos et les voilà loin dans la nuit. Prends bien soin de ta monture. La lune, seule, l'entend. C'est un cheval qui n'a pas besoin de fourrage. C'est un cheval qui n'a pas besoin d'eau. C'est un cheval qui n'a pas besoin de repos. Le guerrier, lui, ne s'est jamais senti aussi puissant. De bataille en bataille, le guerrier remporte tout. Il devient de plus en plus fort, de plus en plus reconnu. Mais il devient insatiable. Des ennemis se présentent encore, et toujours d'autres. Le cheval, lui, il n'en peut plus. Des larmes coulent de ses yeux. Tous ces corps éventrés, tout ce sang, tout ce drame, il n'en peut plus. Un jour, d'une ruade gigantesque, il désarçonne son cavalier, qui se retrouve dans la boue. Le guerrier se remet sur ses pieds, un peu perdu, sonné. Il part à la recherche de son cheval magique. Et il marche des jours et des nuits, et des jours et des nuits. Et un matin, il arrive devant la maison de Angan.
un Gane. Te souviens-tu de ce cheval que tu m'as donné? Oui, bien sûr que je m'en souviens. L'aurais-tu vu? Il y a quelque temps, j'ai peint un tableau avec 5 chevaux. Un matin, au réveil, en passant devant, j'en vois un 6e, avec des taches de sang sur son pelage. Regarde, c'est là que vit ton cheval, maintenant, dans ce tableau. C'est l'histoire d'un homme qui va à la ville avec son âne. Il marche, il tient son âne derrière lui avec une corde. 2 voleurs sont embusqués derrière des buissons. L'un dit à l'autre: tiens-toi prêt à venir chercher l'âne sans faire de bruit. Observe bien ce qui se passe. À mon signal, tu viens, tu prends l'âne. Le voleur avance sans faire de bruit jusqu'à l'âne. Il prend la corde qui est autour du cou de l'animal, il la met autour de son cou tout en continuant à marcher au même rythme. Le paysan ne s'aperçoit de rien. Signale à son ami qui vient chercher l'âne et l'emmène. L'homme marche, la corde autour du cou, au même rythme que le propriétaire de l'âne. Il marche. D'un seul coup, le propriétaire de l'âne se retourne. Bah, qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais vous êtes qui? Il est où mon âne d'abord? Laissez-moi vous expliquer. J'étais un âne, j'ai été transformée par une malédiction. Je suis devenue un âne pendant de longues années. Bon, il faut vous dire que je revenais à la maison sous tous les soirs. Je frappais ma femme tous les jours, jusqu'au jour où elle a dit c'est pas possible. Je préférerais être mariée à un âne qu'à un homme comme toi. Et là, la malédiction s'est abattue sur moi. Je suis devenue un âne. Oh. Puis moi qui vous ai battu, qui vous ai mis des coups de bâton pendant des années, je suis désolée. Profitez maintenant que vous êtes redevenu un homme. Profitez de votre liberté et vraiment acceptez mes excuses pour tous ces mauvais traitements. Le voleur s'en va, rejoint son compère. Mais voilà, notre homme est bien obligé de retourner à la ville quelques jours plus tard pour se racheter un âne. Il arrive au marché et là, il voit son âne, c'est sûr. C'est sûr, il le reconnaît. Avec sa petite blessure à l'oreille, c'est le sien. Alors il va le voir. Ah oui, tu t'es remis à boire. Monsieur s'est remis à boire. Monsieur refrappe sa femme. Eh bien, cette fois-ci, ne compte pas sur moi, je ne t'emmènerai pas. Je suis indigné. Indigné. Et là, il s'en va devant une foule qui écoute ses paroles, complètement stupéfaite.
50 ans, c'est le moment de faire un bilan. Il se revoit tout petit, lorsqu'il a appris avec ses parents à faire fructifier la terre. Et petit à petit, il a acquis une grande expérience, au point de louer ses services comme ouvrier agricole. Mais, dans la fougue de la jeunesse, il se revoit, clamant à l'univers: « Ah, si j'avais des terres à moi, même le diable ne me ferait pas peur. » Et puis la chance était venue. Une première fois, il a acheté à crédit pour 15 roubles un lopin de terre. Et puis, petit à petit, on lui a proposé, lui et sa famille, d'occuper 50 hectares. Ah, bien sûr, il fallait émigrer le long des bords de la Volga, mais le jeu en valait la chandelle, puisque le voilà maintenant, à 50 ans, un propriétaire terrien reconnu et respecté. Oui, mais une rumeur disait que là-bas, au loin, au pays des Bachkirs, à 7 jours de voyage, on donnait la terre pour presque rien. 1000 roubles. Est-ce qu'il allait, encore une fois, retenter sa chance? C'est vrai qu'elle lui avait souri 2 fois. Alors pourquoi pas une 3e fois? On dit jamais 203. Puis il était en bonne santé. Le voyage ne lui faisait pas peur, le travail non plus. Allez, c'est décidé, je pars avec mon serviteur, là-bas au pays des Bachkirs, et le voilà parti pour 7 jours de marche. Arrivé au pays des Bachkirs, il trouve la tribu dont on lui avait parlé. Et là, il déballe tous ses cadeaux, parce que bien sûr, il faut savoir vivre. Les Bachkirs sont des nomades, et pour eux, la terre n'a pas autant de valeur que pour nous, les sédentaires. Alors il donne tous ses cadeaux à la tribu, les tapis, le thé pour chacun et des tissus brodés pour le chef. Oh, tout le monde s'émerveille. Quelle générosité, charmant voyageur. Que souhaitez-vous en échange? Bien, voyez-vous, chef, on m'a dit que vous cédiez de la terre pour 1000 roubles. Mais j'aimerais connaître les conditions, quelle surface. Oh, ben c'est pas difficile, dit le chef. C'est 1000 roubles la journée. Ah, ben voilà une curieuse manière de compter. Ah, ben c'est comme ça. Il suffit que tu englobes tout le domaine que tu veux, mais à une condition, c'est d'être revenu au point de départ au coucher du soleil. Et pour 1000 roubles, tu auras tout le domaine que tu voudras. Ah, l'affaire se fait. Le contrat est signé et rendez-vous est pris pour le lendemain et toute la tribu va participer à l'exploit. Et on lui offre la meilleure tente avec des coussins de plumes. Mais dans la nuit, Pacôme ne peut pas s'endormir. D'abord, il faut une certaine stratégie. Alors il se dit, j'ai une chance formidable. En cette saison, l'éclairement est de 16 heures.
Si je divise en 4, ça me fait 4 heures. Ah ben il suffit que je fasse un carré. 4 heures de marche, je tourne à gauche 4 heures, je tourne à gauche 4 heures, et me voilà revenu 4 heures plus tard. Bon, mais il s'agit d'être vaillant. Bon, bah, je suis en bonne forme, je n'ai mal nulle part. Marcher ne me fait pas peur, je suis habitué. Et aux premières lueurs de l'aube, dans une joyeuse effervescence, toute la tribu se prépare. Pacôme est le premier, il est déjà prêt, il a envie d'y aller. Le chef conduit tout le monde jusqu'à une colline, monte au sommet, tout le monde s'installe. Le chef dépose son bonnet en peau de renard sur le sol. Pacôme verse ses 1000 roubles. Et ben voilà, c'est le point de départ. Tu vas pouvoir partir, englober ton domaine. Pacôme resserre sa ceinture d'un cran et profitons de la fraîcheur du matin. C'est là qu'on marche le mieux. Et il descend la colline et il va droit vers le soleil levant. Comme ça, il peut mieux se repérer pour les heures. Mais vous qui faites des randonnées, vous savez bien, l'endroit le plus fragile quand on marche longtemps, ce sont les pieds. Alors, au bout de quelques heures, Pacôme se dit, bon, bah, mes bottes sont trop lourdes. Il ôte ses bottes, il ôte sa veste, il accroche tout autour de son cou. Et il continue de marcher tout droit. Le soleil s'est déjà levé. Oui, ça doit bien faire maintenant 4 heures que je marche. Il serait peut-être temps de tourner à gauche. Il se retourne et regarde la colline derrière lui. Et il ne voit plus les bachkirs que comme des petites fourmis noires. Ah oui, tournons à gauche le plus vite possible. Mais 4 heures sont écoulées. Et il continue de marcher. Et le soleil est monté vers le zénith. Et il chauffe implacablement. Et il inonde de chaleur la steppe. Il faudrait bien marcher, il faudrait bien manger. J'ai des forces à reprendre. Il doit être aux environs de midi. Et là, il se dit, mais je ne vais pas m'asseoir pour déjeuner, parce que si je m'assois, je vais m'endormir. Alors je mange debout. Il continue. Alors au début, il est un peu ragaillardi par ses aliments. Mais la chaleur devient intense. Il a de plus en plus de mal à marcher. Il est obligé de se dire, allez, 1 heure de souffrance, 1 siècle de bonheur. 1 heure de souffrance, 1 siècle de bonheur. Mais j'aimerais bien tourner à gauche. Mais qu'est-ce que je vois là? Mais une ravissante petite ravine. Oh, quelle belle terre bien brune. Ah, si elle faisait partie de mon domaine, je l'ensemencerais en lin. Et c'est sous la vision d'un nuage de fleurs de lin que Pacôme continue pour mettre la petite ravine dans son domaine. Alors là, après, je voulais tourner à gauche avant, mais là, j'ai peut-être un peu trop attendu, d'autant qu'en se retournant vers la colline, il ne voit plus rien. J'ai dû prendre mes 2 premiers côtés trop longs. Alors le 3e, il faut qu'il soit plus court. Au bout d'une demi-heure de marche, il voit déjà
le soleil qui s'abaisse vers l'horizon. Oh, je m'en veux. J'ai été trop gourmand. Il faut que j'aille vite vers la colline. C'est trop, c'est trop. Alors, au trot, il tourne à gauche en direction de la colline. Et il accélère. Mais je n'en peux plus. Toute cette chaleur, ces muscles qui me font mal. Cette chaleur, cette douleur. Mais, allez, ne perdons pas courage. Oh, mais c'est fait trop chaud, et c'est trop lourd. Alors, vite, et le soleil qui ne m'attend pas, et qui commence à descendre vers l'horizon. Alors, vite, Pacoum, jette ses bottes, jette son manteau, jette son ravitaillement, et de toutes ses forces, il se met à courir, droit vers la colline. Et quand il arrive au pied de la colline, le soleil s'est couché. Mais les vivas et les acclamations des Bachkirs ne cessent pas. Alors Pacoum comprend. Pour eux, le soleil est toujours visible. Alors vite, Pacoum gravit la colline. Il monte. Fini la douleur. Il file telle une flèche et s'abat devant le chef, la main sur le bonnet en peau de renard. Bravo, champion, crie le chef, et tout le monde applaudit. Tu as gagné un immense domaine. Mais Pacoum ne bouge plus. Toujours la main sur le bonnet, un peu de sang coule de ses lèvres. Il est mort. Alors le serviteur prend une pelle, creuse un trou exactement à la taille de Pacoum, 1,17 m, et porte son maître en terre. Vous qui voyagez de par le monde, si par hasard vous allez au pays des Bachkirs, plus loin que la ville de Samara, au sud-ouest des monts Oural, cherchez la colline de Pacoum et posez-vous la question: combien de terre faut-il à un homme? Malgré ses grandes dents, est un garçon très séduisant, le genre je tire sur tout ce qui bouge, gare au petit chaperon rouge. Il est craint de tous les maris qui le considèrent comme l'ennemi, de toutes les mères de famille qui craignent pour l'avenir de leur fille. Il drague en racontant des blagues sa vie et son voyage à Prague, tout en entretenant sa cirrhose, il leur déroule le tapis rose. Faut croire que les hommes d'ici savent pas, ou pour le loup, elle se prendrait pas. Il paraît qu'elles tombent comme des mouches quand il les embrasse sur la bouche. On dit aussi qu'un peu après, quand il est prêt à les quitter, si elles ont de l'argent, il le prend, sinon il leur fait un enfant. Quand la petite au capuchon apparut aux yeux du daron, il la suivit et l'aborda tout le chemin, la cuisina.
gamelle qu'on fait les meilleurs caramels. Sitôt le dîner terminé, la grand-mère dit tu dois rentrer. Le petit chaperon est congédié pendant que le loup boit son café. Et c'est ainsi qu'une mère grande eut un enfant à près de 100 ans, car d'argent chez elle y avait pas, ni sous le parquet, ni dans le matelas, ni sous le parquet, ni dans le matelas. Ce jour-là, comme tous les jours, Ahmed travaille dans son champ. Ce champ qui entoure sa maison. Sa maison qu'il a héritée de son père, qu'il avait héritée de son propre père, qui lui-même l'avait hérité du sien, et cela depuis des générations. Ahmed n'est pas malheureux. Il partage sa vie avec Fadila, sa femme bien-aimée qu'il aime tendrement. Et en cette fin d'après-midi, il serait même tout à fait heureux. Si un souci, toujours le même, n'assombrissait pas son esprit et creusait une ride profonde sur son front. Je travaille tous les jours, tout le long du jour. Je travaille avec courage, sans jamais me plaindre. Je n'épargne pas ma peine. Et pourtant, malgré mes efforts, jamais je n'arrive à mettre un sou de côté. Pas la moindre petite pièce. Que deviendrons-nous si un jour je ne peux plus travailler? Si je tombe malade? Que laisserons-nous à nos enfants, à part une maison qui peu à peu tombe en ruine, du travail, des soucis et de la misère? Mais Ahmed se redresse. Il est d'une nature optimiste. Il pousse un soupir et se dit: allez, nous verrons bien. Je creuse encore un sillon dans mon champ et je rentre à la maison. J'ai bien travaillé pour aujourd'hui. Et, avec vaillance, il se remet à l'ouvrage. Il pousse sa charrue avec vigueur, parcourt 2 ou 3 mètres, et manque tomber de tout son long. La charrue s'est arrêtée brusquement. Elle a buté contre un obstacle. Ahmed se penche, regarde ce qui a arrêté le socle de la charrue et voit un gros morceau de poterie. Bon, il se penche un peu plus, écarte le morceau de poterie et voit une pièce d'or. Vite! Il se met à genoux, il creuse la terre, il écarte tous les herbes, les petits cailloux, et il découvre le haut d'une jarre brisée et qui laisse échapper un tas de pièces d'or. Le trésor de sa famille. Il s'apprête à se relever, à bondir de joie, à tourner sur lui-même comme une toupie, à hurler, à lancer les pièces au ciel. Quand il s'arrête, net. Ah oui, c'est que dans ce pays, ce qui se trouve dans le sol
n'appartient pas au propriétaire du sol, mais appartient au sultan. Ah, je dois garder le secret. Le sultan me reprendrait tout. Si je ne le lui dis pas, il me mettra en prison. Je ne dois rien dire. Vite, il s'agenouille, il remplit ses poches de pièces d'or, referme le trou soigneusement, nivelle la terre, repère l'endroit et continue à creuser son sillon. Il arrive au bout du champ et rentre à la maison. Il a du mal à cacher sa joie à Fadila. Il la fait rentrer dans la maison. Il ferme soigneusement la porte, ferme les fenêtres et lui raconte le trésor trouvé. Oh! Mais Fadila n'en croit pas ses oreilles. Elle se pend à son cou, l'embrasse fougueusement, l'entraîne dans une danse tourbillonnant tout autour de la pièce. Elle saute de joie. Oh, mais c'est le moment de faire des projets. Nous allons réparer la maison. Je vais acheter du tissu. Je vais nous refaire des habits. Oh, nous pourrons inviter nos voisins. Oh, c'est formidable. Ahmed la laisse dire, tout à sa joie. Et puis il lui dit, Fadila, je t'ai confié le secret, mais tu connais la loi. Ce trésor ne nous appartient que si nous gardons le secret. Personne ne doit le savoir. Ah, mais tu as raison, Ahmed. Mais bien sûr. Ah, je ne dirai rien, je te le promets. Formidable. La journée est passée, la soirée est passée. Les voilà qui se mettent au lit. Fadila, rêvant à son bonheur, s'endort paisiblement et fait des rêves délicieux. Et Ahmed se tourne d'un côté, se tourne de l'autre. Il ne trouve pas le sommeil et il se tourmente. Mais stupide que je suis, mais quel sot, quel écervelé. Moi-même, je n'ai pas pu garder le secret. Ce secret est beaucoup trop lourd. Comment j'ai confié ce secret à ma femme bien-aimée, mais je n'ai pas pu le garder. Elle ne pourra pas le garder. C'est impossible. Un jour, demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, elle le dira. C'est impossible. Un secret est trop lourd à porter. Mais qu'allons-nous devenir? Et il se tourne, et il se maudit, et il se retourne. Et il s'immobilise. Oh, une idée, mais une bonne idée. Il sort du lit, à pas de loup. Et il va dans la réserve à provisions, la petite bâtisse à côté de la maison. Et là, il prend les plus grands seaux qu'il peut trouver. Il en trouve 1, 2, 3, un quatrième un peu plus petit. Allez, il les prend tous. Et il les remplit à ras-bord de semoule à couscous. Aussi discret que possible, le voilà qui redresse l'échelle, l'appuie contre le mur de la maison, sans un bruit. Et un par un, il monte sur le toit de la maison, ses lourds seaux remplis de semoule. Bon, il arrive sur le toit avec le quatrième seau. Et alors là, c'en est fini de la discrétion. Et il jette, aussi loin qu'il peut, à pleine poignée, le couscous, partout. Il en répand partout, sur le toit, sur le muret à côté de la maison, sur le toit de la réserve à provisions, dans le jardin, dans la cour, sur les fleurs le long de la maison, même sur la lessive qui sèche un peu plus loin. Partout. Quand il a vidé les 4 seaux, il remet tout en place.
il enlève l'échelle. Et à pas de loup, discret comme un chat, il retourne se coucher. Fadila dort toujours. La nuit se passe, Ahmed s'endort et dort du sommeil du juste. Arrive le lendemain matin. Fadila se réveille, très étonnée de trouver Ahmed encore endormi à ses côtés, lui qui est levé avec le chant du coq. Ahmed, Ahmed, mais tu ne te lèves pas. Mais Ahmed, tu ne vas pas travailler. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, mais j'ai mal dormi. Mais tu n'as pas entendu. Oh, mais un orage, mais terrible, terrible, un bruit de tonnerre. Mais c'était épouvantable, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Oh, ma lessive, crie Fadila, qui se précipite dehors, qui revient. 5 secondes après, effaré. Ahmed, tu ne vas pas le croire. Ce que tu as entendu cette nuit, il a plu du couscous. Dit Ahmed. Bien sûr, Ahmed finit par se lever. Et la vie reprend son cours. Il dépense parfois une pièce d'or discrètement, personne ne se doute de rien, tout va bien. Les semaines passent, les mois passent, peut-être même 1 an ou 2. Tout va bien. Et un jour, Ahmed est dans son champ, bien évidemment, comme d'habitude. Les gardes du sultan arrivent, l'emmènent, le rudoient, et sans lui adresser un seul mot, l'emmènent directement à la cour devant le sultan. Ahmed, tout le monde raconte que tu as trouvé un trésor dans ton champ. Tu sais que ce qu'on trouve sous la terre m'appartient. Tu es un voleur, Ahmed. Mais, Seigneur, je connais la loi, bien évidemment, mais je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Je ne suis pas un voleur, je ne comprends pas. Ahmed, n'essaie pas, c'est inutile. Ta femme raconte partout que tu as trouvé un trésor. Seigneur, j'ai peine à vous le dire. J'aime ma femme. C'est une bonne femme. Je l'aime de tout mon cœur. Mais, voyez, elle a une grande imagination. Elle prend parfois ses rêves pour la réalité. Elle brode, elle imagine. Elle confond un peu. Tout le monde vous le dira. N'essaie pas, Ahmed, c'est inutile. Qu'on fasse venir sa femme. Quelques instants après, arrive Fadila, tremblante, échevelée, éplorée, en larmes. Elle tremble tellement qu'elle a peine à tenir debout. Elle n'ose même pas jeter un coup d'œil à son mari. Elle est dans un état lamentable. Fadila, tu racontes partout que ton mari a trouvé un trésor dans son champ. Est-ce vrai? Fadila est secouée de sanglots. Sa réponse est presque inaudible. Oui, Seigneur, oui, c'est vrai. Ah oui? Et ça fait longtemps? Je ne sais pas, Seigneur. Mais tu pourrais nous dire quand? Ah oui! Fadila reprend de l'assurance. Ah oui, ça, je ne risque pas de l'oublier. C'est le jour où il a plu du couscous. Ah! Le sultan regarde Fadila, regarde Ahmed, regarde à nouveau Fadila, et puis Ahmed, et finit par s'adresser à ce dernier et lui dit: je te souhaite beaucoup de courage et de patience pour supporter une femme comme celle-là. Tiens, demande à mon trésorier de te compter 50 pièces d'or pour preuve de ma compassion. Rentrez chez vous.
Et c'est ainsi qu'Ahmed et Fadila, sans se dire un mot, la main dans la main, rentrèrent chez eux et profitèrent longtemps de leur trésor. C'est un soir de grande chaleur. Le silence règne. Un grillon, comme à son habitude, pousse son cri-cri habituel dans le champ. Un serpent qui dort non loin de là se réveille. Il le prend mal. Il se dirige silencieusement vers là d'où vient le son. Il aperçoit sur un montécule de terre un grillon en train de chanter. Je sais ce que tu as dit là. Tu as dit mort au serpent. Je viens te défier. Mais non, je n'ai pas dit mort au serpent. Je chante pour faire venir la nuit, les étoiles, le sommeil. Je n'ai jamais dit mort au serpent. Espèce de menteur! Tu verras, tu vas me le payer. Tu vas pas te moquer plus longtemps de moi comme ça. Une dispute éclate. La souris, gardien du village, aperçoit ces deux individus. Il pressent le danger. Il s'approche, les envoie chez les juges. Chez les juges, le serpent prend le premier la parole. J'étais tranquillement en train de dormir lorsque cet individu a crié ma mort. Je suis allé le défier. Mais non, dit le grillon, je n'ai jamais dit ça. C'est un malentendu. Je chante pour faire venir le sommeil. Si je ne chante pas, il n'y aura plus de nuit. C'est un malentendu. Le serpent, lui, profère des menaces. Les juges écoutent à peine ce qu'a à dire le grillon. Ils ont bien trop peur du serpent, lui, qui montre ses crocs. Désormais, déclare-t-il, tu ne chanteras plus. Le grillon s'en va, triste d'entendre ce que pensent ses voisins de lui. Il ne chante plus. Il n'y a plus de nuit. Les gens sont fatigués. Ils travaillent et ils travaillent. Ils sont épuisés. Ils deviennent agressifs. Ils se battent. Le grand chef, lui, qui était parti en vacances, apprend ce qui s'est passé. Il revient.
il se précipite chez le grillon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est parce que tu ne chantes plus qu'il n'y a plus de nuit? Je l'ai expliqué au juge, dit le grillon. Ils ne m'ont pas écouté. Ils avaient bien trop peur du serpent qui lui montre ses crocs. Tu dois rechanter. Chante ce soir. Chante, grillon. Je m'occuperai d'eux. Je veux bien, dit le grillon, à une condition. À partir d'aujourd'hui, il faut que les juges écoutent davantage ce qu'ont à dire les habitants. Ce jour-là, le grillon rechante. Au loin, on aperçoit le soleil qui disparaît derrière l'horizon. Une nuit paisible s'installe et les habitants peuvent enfin dormir. Merci. Merci à Michel. Nous tenons à remercier Michel pour son travail. Sans elle, la représentation n'aurait pas eu lieu. Voilà. Oh, bravo. Merci. Ça va classe parce que on n'est pas facile. On n'est pas facile. Voilà Michel, tu vois. Merci à Isabelle. Merci à l'accompagnement musical. Et merci aux conteurs et conteuses qui nous ont ravi les oreilles pendant tout ce